Voici la présentation du dossier E4 que vous allez donc devoir réaliser, avec comme première partie la présentation de l'entreprise. Mais avant, un bref résumé de tout ce que va contenir ce dossier. Que vous soyez en formation initiale ou en formation en alternance, dans tous les cas, vous allez donc devoir présenter un dossier. De quoi il est composé? Dans un premier temps, il y a donc la preuve que vous avez donc bien réalisé votre stage, et c'est donc une attestation de stage qui est signée et tamponnée. Va suivre ce qu'on va appeler le document synoptique, que l'on retrouve à travers généralement un passeport professionnel. J'en ferai donc une démonstration un petit peu plus tard. Dans tous les cas, ce document synoptique va reprendre en fait tout votre référentiel avec toutes les tâches et vous allez donc renseigner à quel moment vous avez validé donc les 6 activités que vous retrouvez dans votre référentiel avec les différentes tâches. Il va y avoir une présentation de la PME, donc 6 pages minimum. Il va y avoir 2 fiches d'analyse minimum donc de SP, situation professionnelle de GRCF que vous avez donc vécu en stage en entreprise. Sachant que ces fiches doivent couvrir au minimum 3 activités différentes de votre référentiel sur les 6 que vous avez, dont obligatoirement l'activité 2 qui est donc administration des ventes. Il faut que sur ces fiches, vous mobilisiez à la fois le tableur et à la fois un logiciel de gestion intégré. Si jamais votre entreprise n'a pas de PGI, dans ces cas-là, il faudra donc réaliser une activité ou une simulation d'une activité que vous avez réalisée en stage dans votre établissement de formation ou de votre établissement scolaire, qui reprendra justement le même contexte et que vous réaliserez donc sur le PGI de cet établissement. Cela vous permettra justement d'attester votre maîtrise d'un logiciel de gestion intégré. Il faut également 2 fiches minimum d'analyse donc de situation professionnelle de GRCF vue en atelier de professionnalisation. Pour cette partie, il ne s'agit que de la formation initiale. Vous avez donc moins d'expérience que ceux qui sont en alternance et donc pour rendre d'une certaine manière, avoir une certaine équivalence, et bien ce que vous avez donc eu comme cas fictif en cours d'atelier de professionnalisation, et bien vous allez également extraire des fiches que vous allez donc pouvoir réaliser à partir de ces situations. Vous allez avoir à partir de votre situation en stage des fiches d'analyse donc de situation de communication orale et également des fiches de situation de communication écrites. Elles sont au nombre de 2 minimum pour chacune d'entre elles. Et il va falloir présenter donc les bases de données que vous avez donc réalisées dans votre établissement ou votre établissement scolaire ou établissement de formation. Tout simplement parce que quand un professeur va devoir, un membre du jury va devoir donc réaliser un scénario dont je vous parlerai un peu plus tard, eh bien il va devoir utiliser justement des numéros de clients, des numéros de fournisseurs ou en tout cas des noms. Et c'est à travers donc cette base de données que vous allez donc renseigner dans ce dossier que justement ce jury va pouvoir donc réaliser ce scénario. Et nous allons avoir en toute fin toutes les annexes et productions que vous avez donc réalisées ou utilisées dans ces fiches d'analyse que je vais vous présenter par la suite. Mais dans un premier temps, regardons ce que l'on attend par rapport à la PME et à sa présentation. Donc il va y avoir dans votre dossier 2 grandes parties. Une première partie qui va concerner donc la PME et une deuxième partie qui va concerner vos activités et vos différentes missions à travers donc des fiches d'analyse. Dans la partie PME, voici ce qu'il va donc falloir retrouver. Dans un premier temps, on va parler d'un bref historique. L'idée, c'est de présenter l'entreprise à ses débuts avec quelques dates clés, quelques éléments. Bien sûr, il ne faut pas faire un roman si l'entreprise est relativement grande et surtout ancienne. Repérer peut-être 3, 4, 5 dates maximum qui permettront justement de montrer peut-être certains grands basculements. Et dans tous les cas, vous allez donc avoir une fiche d'identité. On va faire un tableau récapitulatif pour parler de la raison sociale, la date de création, le statut juridique, secteur d'activité, donc le code APE plus le nom. Quel est le directeur? Quel est son siège et sa localisation? Est-ce qu'ils ont d'autres unités commerciales? On peut avoir une entreprise qui a donc des succursales. Quel est l'effectif de l'entreprise? Je dirais donc pourquoi pas à différentes échelles. Vous pouvez parler de l'effectif dans votre entreprise ou dans votre région, mais également parler de l'effectif national ou mondial s'il existe. Le capital social et le chiffre d'affaires daté.
Et pour clore, l'organigramme de l'entreprise pour présenter justement, alors encore une fois, dans l'idéal pour présenter l'organigramme de l'entreprise, en tout cas l'entité dans laquelle vous êtes, mais si vous pouvez également avoir l'entité, je dirais, beaucoup plus grand, ça peut être aussi intéressant. Nous allons commencer à rentrer un petit peu plus dans certains détails techniques avec la présentation du marketing mix, ou ce qu'on appelle également le plan de marchéage avec les 4 P. Pour commencer, la politique de produit. Dans l'idée, vous allez donc devoir mettre le nombre de références et parler des différents produits. Quelles sont leurs caractéristiques intrinsèques? Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous êtes dans une entreprise qui est essentiellement donc dans de la revente et qui a donc beaucoup de références. Dans ce cas-là, vous allez plutôt parler donc des univers ou les secteurs, les catégories de produits que votre entreprise a, avec quelques petits exemples. Par exemple, voilà, mon entreprise a toute une partie sur de la cosmétique, telle que les shampoings, les après-shampoings, etc. Si par contre votre entreprise est en mode production, je produis par exemple des glaces, je produis produits cosmétiques, je produis de la farine, quoi que ce soit, et bien là je vais pouvoir, comme je n'ai pas beaucoup de références, ou en tout cas peut-être plusieurs références mais qui vont appartenir à un même produit, je pense notamment par exemple également aux peintures, et bien là vous allez pouvoir donner les caractéristiques intrinsèques de votre produit pour expliquer que eh bien justement dans mon pot de peinture je vais avoir tel produit et tel produit. Là ça pourrait être intéressant de rentrer un petit peu plus dans les détails, parler de la composition du produit. Également, toujours dans cet exemple d'une entreprise qui a donc des produits assez spécifiques et pas 20 000 références, eh bien parler donc du différent conditionnement. Voilà, je suis une entreprise qui fabrique des glaces, je les retrouve dans des petits pots de 200 millilitres, également 1 litre ou encore 5 litres. Bon, voilà, là on peut donner ce genre de renseignements, ça peut être effectivement intéressant. Parler des différents noms de marques. Donc là, quel que soit justement, on peut avoir juste sa propre marque ou avoir de très nombreuses marques quand on est justement un revendeur. Si j'ai peu de produits, parler donc des différentes gammes. Est-ce que j'ai une gamme large, profonde? Donc là, on rentre dans des domaines un petit peu plus techniques. Donc là, je vous renvoie vers votre cours de marketing. Et au moins, vous pouvez préciser eh bien, les produits que propose l'entreprise, quel est leur niveau de gamme. Est-ce qu'on est dans une entreprise qui propose de l'entrée de gamme, du milieu de gamme ou du très haut de gamme, ou également eh bien, toutes ces différentes gammes, à vous de le préciser. Et on terminera pour parler des différents services associés. Voilà, mon entreprise propose la livraison, un SAV, j'ai également le paiement en plusieurs fois. Voilà, donc, tout ça, ce sont donc des services qui peuvent être intéressants de mentionner dans la présentation donc, de la politique produit. Le deuxième P, je passe sur la politique prix. Là, vous avez donc plusieurs possibilités, à savoir le prix unique, c'est-à-dire que mon prix restera le même quel que soit donc mon client. Je peux avoir le prix forfaitaire quand je commence à avoir donc des forfaits parce que je regroupe justement différents produits pour que ce soit beaucoup plus intéressant. On va retrouver ça des fois donc dans l'hôtellerie, de la restauration. Voilà, je vous propose une nuit avec le repas et le spa pour tant. Donc dans l'idée, c'est que si je prends ces différents éléments de manière séparée, que je fais un total, eh bien le prix de mon forfait est inférieur à ce total-là. J'ai également des entreprises assez rares, mais qui font donc des produits gratuits. C'est le cas notamment de Facebook, Avast ou Avira pour celles et ceux qui ont cet antivirus. Donc à vous de voir. Après, on va être assez dans des domaines assez spécifiques. Mais très généralement, on va retrouver des entreprises qui vont avoir une politique de prix différenciée. Ce prix différencié, c'est en fonction de la nature du client, ça peut être en fonction du moment de la consommation, comme le happy hour, c'est-à-dire que je vais mettre des prix différents en fonction de ces différents critères. Assez souvent, ce qu'on va retrouver dans les entreprises, ce sont donc des entreprises qui vont être à la fois sur une clientèle B2B et B2C, donc des professionnels et des particuliers. Et pour les professionnels, je vais attribuer de coutume une remise à un certain pourcentage. Et donc cette remise-là, on va plutôt la considérer comme une politique de prix différencié parce que par rapport à la nature de mon client, entre particulier et professionnel, eh bien je n'ai pas du tout les mêmes tarifs. J'ai également ce que l'on appelle le yield management. Donc encore une fois, je vous renvoie sur un cours plutôt de marketing où là on va parler tout simplement de le prix va être en fonction de la demande actuelle ou la demande que je vais anticiper et également de mon offre disponible. C'est ce que font généralement
compagnie aérienne qui va donc, c'est la raison pour laquelle justement vous allez avoir des tarifs qui sont très différents bien d'un client à un autre, parce qu'au moment où vous achetez votre billet, il n'y a pas le même nombre de places disponibles et en fonction du moment où vous faites la demande, il n'y a justement pas du tout le même nombre de personnes qui sont connectées en même temps que vous. Voilà, donc tout ça, ce sont des algorithmes informatiques, une forme d'intelligence artificielle qui permet de définir ces prix-là. Et juste à côté de ça, dans l'idée, c'est d'essayer de donner, alors au minimum, ce qu'on appelle la stratégie de prix, c'est-à-dire comment mon entreprise fixe son prix par rapport à la concurrence. Et là, vous avez trois possibilités. Stratégie de pénétration de prix, je fais des prix en dessous de la concurrence. Stratégie d'alignement où je suis donc au même titre, au même prix que mes concurrents pour éviter une guerre des prix, ou je suis comme dans la grande distribution, plutôt non, c'est pas là, plutôt dans le luxe, je suis sur une stratégie d'écrémage ou sur justement par rapport à mes concurrents, je vais être au-dessus d'eux. Donc voilà, c'est à vous de définir justement quelle est la politique de prix que votre entreprise a. Et après, si possible, si vous connaissez un petit peu plus la notion de sensibilité de la demande, est-ce que est-ce que la demande est très sensible justement au prix ou pas? À vous de regarder un petit peu à quoi ça correspond. Le coût de revient et d'achat parce que faut bien que je calcule mon taux de marge. Donc éventuellement, si vous pouvez avoir accès à ces informations, le taux de marge ou également ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, vous pouvez essayer donc d'en parler. Ou il peut également y avoir une réglementation qui fixe le prix, à savoir que par exemple si vous êtes dans une librairie, le prix des livres est réglementé. Venons-en à la politique de communication. Là, dans l'idée, c'est de répertorier tous les canaux et supports de communication de votre entreprise. Vous avez donc, en termes de canal, les canaux médias, hors médias et Internet. Donc les 5 médias, nous avons donc télévision, radio, affichage, cinéma et la presse, régionale ou nationale, ou encore professionnelle. Les hors médias, tout ce qui est par exemple le publipostage, tout ce qui est lié à aux cartes de fidélité. Et Internet, là, vous avez donc le choix entre le site marchand, le site vitrine, est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Donc dans l'idée, c'est de pouvoir répertorier justement ces différents canaux et ces différents supports. Dans l'idéal, parler également de quels sont les différents objectifs ou aussi les cibles de ces différents médias. Par exemple, si je suis dans une entreprise qui est à la fois en B2B et en B2C, c'est sûr qu'elle ne va pas du tout utiliser les mêmes canaux de communication ou supports de communication pour s'adresser à des particuliers ou à des professionnels. Donc, essayez donc de justement définir un petit peu ces éléments. D'où la question justement suivante, en fonction de la cible, est-ce qu'il y a donc les mêmes canaux de communication, les mêmes supports, et est-ce qu'elle adapte le message, et si oui, comment? Venons-en à la politique de distribution. Là encore, on va essayer de répondre à ces différentes questions. Est-ce que ma PME fabrique ses propres produits ou est-ce qu'elle est un revendeur? C'est là que si je suis donc dans une entreprise qui est réellement dans de la production, j'ai deux possibilités. Déjà, il faut que je sache quelle est la stratégie de distribution de mon entreprise. Est-ce qu'elle est directe ou est-ce qu'elle est indirecte? Quand elle est directe, je vends directement mon produit à mon consommateur final. Alors que lorsque j'ai une stratégie de distribution indirecte, là, je fais appel à un intermédiaire. Je peux très bien être dans une entreprise qui fait soit l'un, soit l'autre, ou également les deux. Pour répondre à également une autre question, une autre forme de stratégie, c'est que quand je suis en mode production, il faut que je sache et que je définisse, est-ce que j'adopte une stratégie de distribution intensive? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que mon produit doit être présent dans un maximum de points de vente. Et donc, généralement, on va les retrouver essentiellement dans la grande distribution. Je peux également avoir une stratégie de distribution sélective, c'est-à-dire que je vais choisir mes revendeurs dans une optique en tout cas généralement, je vais les choisir parce qu'ils sont beaucoup plus compétents ou parce qu'ils vont avoir la même image. En tout cas, l'image de mon entreprise va justement se retrouver dans cette image-là. Généralement, si je suis donc une entreprise qui fait du bio, je vais forcément me retrouver dans toutes ces petites épiceries bio qui collent parfaitement à mon image et je vais peut-être pas me retrouver dans un hypermarché dans lequel justement mon produit va se retrouver noyé. Et je peux également avoir une stratégie de distribution exclusive. C'est là que l'on retrouve justement certaines franchises où mes produits, on va ne pouvoir les retrouver que dans mes propres magasins, mes différentes succursales ou filiales. On ne peut pas les retrouver ailleurs. Donc là, l'exemple, c'était bien sûr Yves Rocher. Mais vous avez des petites PME qui vendent uniquement leurs produits justement chez eux et pas ailleurs. Et donc,
L'autre possibilité, et c'est assez souvent donc le cas dans vos stages, je suis donc dans une entreprise qui fait plutôt partie donc c'est l'intermédiaire justement comme vous pouvez le constater ici. Et donc dans ce cas-là, l'idée c'est de préciser est-ce que je fais partie d'un canal court ou d'un canal long. Canal court, je suis donc le seul intermédiaire entre l'entreprise et le client final, ou je suis un canal long et dans ce cas-là, il y a plusieurs intermédiaires. Toujours dans la politique de distribution, l'idée c'est de également répondre à la question où vend-elle et par quels canaux de distribution? Parce que l'entreprise, elle a dans un premier temps ce qu'on appelle une zone de chalandise. C'est la zone géographique où eh bien, ses clients se retrouvent essentiellement. Ça peut être donc dans une région très localisée, même si peut-être des clients arrivent plus tard, mais généralement c'est le lieu où l'entreprise va par exemple communiquer. Et également à savoir quels sont les différents canaux de distribution. Est-ce que votre entreprise est présente uniquement sur des canaux physiques, à savoir des magasins, ou également virtuels, où je vais donc pouvoir acheter? Est-ce qu'elle fait appel à une force de vente? Est-ce qu'elle a donc des commerciaux si je suis donc dans une clientèle B2B? Et donc, quelle est ma force de vente? Quel est mon effectif? Combien de commerciaux parcourent justement ma région pour vendre mes produits? Et également à savoir, eh bien, est-ce que j'ai donc différentes agences ou différentes filiales? Voilà. Mon entreprise a plusieurs succursales qui se situent donc dans tel ou tel endroit. C'est l'information que vous retrouvez dans la fiche d'identité au tout début. On arrive sur une troisième partie, l'étude de marché. Là, on commence à pouvoir parler eh bien, du marché de l'entreprise. Donc là, dans l'idéal, c'est que vous allez devoir faire des recherches sur Internet pour parler donc du secteur automobile, du secteur de la cosmétique, de l'habillement, des réparations justement, oui, réparation voiture ou garage ou vente de pièces détachées. Bref, essayez de trouver des informations en volume ou en valeur, des tendances, bref, essayez de faire des recherches sur Internet pour essayer donc de voir est-ce que vous êtes sur un marché, votre entreprise est sur un marché dynamique ou pas. Et donc, si vous faites vos recherches Internet et que vous trouvez des sources intéressantes, ne pas oublier donc de les citer et de les dater. Vous allez également parler ici des principaux clients. Voilà, mon entreprise est en B2A, B2B, B2C. Vous avez peut-être accès à des informations sur la segmentation, à savoir que mais voilà, nos clients, nous avons deux catégories. J'ai dans un premier temps les hommes plutôt âgés de 18 à 40 ans et je vais également avoir des femmes qui sont peut-être un peu plus âgées, entre 35 et 55 ans. Voilà, ça ce sont bien sûr des choses qui sont des informations qui sont propres à chaque entreprise et c'est en questionnant votre tuteur ou en ayant accès peut-être à certaines informations, parce que vous avez des entreprises qui font réellement de la segmentation, parce que c'est relativement aisé quand l'entreprise possède une carte de fidélité qu'elle propose à ses clients, où justement je peux retrouver un certain nombre d'informations qui me permet de la réaliser, cette segmentation. On peut également avoir la répartition du chiffre d'affaires par type de client, sous forme de graphique ou sous forme de tableau, et vous pouvez parler également ici du délai de paiement accordé aux différents clients. Avec les clients, nous avons aussi les fournisseurs, et donc là, c'est un peu la même chose, des informations dessus. Donc, est-ce que ce sont des fournisseurs locaux, étrangers, est-ce qu'ils sont petits, grands, est-ce que c'est par rapport à quel type d'achat, ce sont des achats stratégiques ou non. Vous pouvez parler, par exemple, des différentes catégories de produits, et donc de citer que nos fournisseurs pour telle ou telle catégorie de produits, ce sont ceux-là. Si vous pouvez avoir accès à l'information du pouvoir de négociation ou tout simplement avoir une certaine logique, vous vendez par exemple, votre entreprise vend des sodas, vous êtes dans une supérette, bien sûr pour toute la partie soda, on est face à des grands groupes tels que Coca-Cola Company. Bon, globalement, on n'a pas un pouvoir de négociation très important. Et également parler donc des délais de paiement. Et juste à côté de ça, pour terminer cette partie, parler des différents concurrents, concurrents directs ou indirects. Si vous pouvez avoir la localisation sur Google Maps et tous les placer comme ça, avec votre entreprise, comme ça on peut se faire une petite idée bien, de leur distance les uns par rapport aux autres. Expliquer quels sont leurs atouts. Si les entreprises justement, c'est peut-être par rapport à une politique de produits, leurs produits sont de meilleure qualité, c'est peut-être une renommée, c'est peut-être une taille. Et si vous pouvez avoir bien, accès aux parts de marché de l'entreprise pour pouvoir situer justement votre entreprise par rapport à ses concurrents pour préciser si c'est le leader, le challenger ou encore un suiveur. Deux autres parties pour parler donc très brièvement du processus de vente et du processus d'achat. Globalement, en parlant de succinctement, les acteurs, les documents,
comment ça se passe tout en intégrant les activités comptables. Mais vous devez bien sûr rester relativement succinct parce que ces différents processus, eh bien, on va justement les retrouver assez généralement donc dans vos fiches d'analyse et c'est là que ce sera beaucoup plus détaillé. Une cinquième partie sont les ressources technologiques. Là, on va vouloir avoir des descriptions bien, de la partie matérielle. Voilà, mon entreprise possède tant de PC, on a un intranet et bien sûr accès sur Internet avec la fibre par exemple. Et on va être intéressé par tous les logiciels. Bien sûr le BABA avec le pack Office ou un Office libre de droit. Et ce qui va nous intéresser, ça va être les logiciels de GRC ou encore de progiciels de gestion intégrée. Quel est le logiciel professionnel que vous avez utilisé, depuis quand il existe, quels sont les modules qui sont donc existants, pour quelle utilisation, quels acteurs. Donc, étant donné que, bien sûr, vous allez travailler dans votre centre de formation, votre établissement scolaire sur un progiciel, donc un PJ particulier, mais quand vous allez arriver en entreprise, vous n'allez pas forcément retrouver le même. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une description un peu assez détaillée justement de ce logiciel-là. Et on va terminer la partie donc présentation de l'entreprise par les différentes performances. Alors là, tout dépend de si vous pouvez avoir accès à ces informations, parce que bien sûr, ce sont des informations qui peuvent être, on va dire, considérées comme un peu sensibles, telles que le chiffre d'affaires, les différentes quantités vendues, quelle est donc l'évolution de ces quantités et de ce chiffre d'affaires dans le temps, la répartition géographique du chiffre d'affaires si votre entreprise est relativement grande et possède différentes succursales, également répartition par client ou par famille de produits. Donc c'est toujours des analyses qui permettent de bien comprendre certains éléments, qu'est-ce qui fait vivre l'entreprise, et bien sûr parler donc de résultats si l'entreprise réalise des bénéfices ou des pertes ces dernières années. Autre partie, toujours stratégie, à voir en fonction de votre cours de CEJM, si vous avez déjà abordé cet élément-là ou pas. Certains l'ont vu dans les années passées donc avec des cours de management où on va parler donc de stratégie de spécialisation, de diversification, intégration, externalisation, bref, tous ces éléments-là, ça peut donc donner bien encore des informations très intéressantes sur votre PME que vous allez vous-même réaliser. Alors je tiens bien à préciser que beaucoup d'informations de cette partie présentation de la PME, ça va être à vous de les trouver et d'en tirer des conclusions. Vos tuteurs, vos directeurs ne sont peut-être pas forcément à l'aise avec tout ce vocabulaire technique. Ils ne sont pas tous passés par une école de commerce ou ils n'ont pas fait forcément des études de commerce. Donc quand vous parlez de certaines stratégies, pour eux, ça leur parle absolument pas tous ces termes techniques. Néanmoins, vous les connaissez et vous devez donc contourner dans vos questions ou simplement par observation pour pouvoir justement définir bien, quelle est la stratégie, s'ils en ont une bien sûr, qui est donc adoptée par l'entreprise. Et nous terminons bien sûr par un SWOT ou un FFOM, hein. Donc les forces et faiblesses, opportunités et menaces, si on est donc sur un diagnostic interne ou externe. Et donc là, je vous donne différentes questions à se poser, à vous poser, pour éventuellement trouver ces différents aspects. Donc je vous les laisse, en tout cas vous les retrouverez en PDF. Je ne vais pas vous citer toutes les questions, vous les retrouverez sur cette présentation en format PDF pour pouvoir plus facilement justement les lire, les comprendre et partir avec. Pour faire un récapitulatif de ce que nous venons de voir dans la vidéo et de ce qui est donc attendu dans votre dossier E4, nous venons de voir la présentation de la PME. En principe, nous attendons donc 6 pages minimum pour avoir donc une présentation complète. Pour la suite, je vous invite à aller venir voir les autres vidéos.